Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur VCAT? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers du troisième trimestre 2022. Alors, vous savez que voilà, je pense que c'est la quatrième vidéo ici sur cette chaîne par rapport à VCAT. Et depuis la première vidéo ici, donc on aimait déjà ce qu'on voyait sur cette compagnie ici. D'accord. Donc, on va essayer de voir, on continue le suivi comme d'habitude, hein. On va essayer de voir si aussi avec les rapports financiers qui datent du mois de novembre. Désolé si je prends connaissance de ces états financiers maintenant. C'est juste que vous pouvez imaginer avec le volume de vidéos qu'on a, je n'ai pas, j'ai pas le temps. Mais bref. L'essentiel, c'est qu'on le fasse. Donc, c'est une compagnie que moi j'aime bien. Et je puis déjà vous dire que même au prix actuel, je pense qu'on a toujours une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc on va lire les états financiers ici, même si à la fin de la journée, j'ai déjà répondu à la question. On va essayer de regarder ici qu'est-ce qui s'est passé. Bon, vous savez qu'on favorise toujours la lecture des rapports financiers. Je vous encourage toujours à les lire. Donc les états financiers, c'est bien, donc les chiffres, c'est bien, mais les chiffres ici pour donner vie à ces chiffres-là, il faut lire les rapports financiers. Donc, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus, pourquoi est-ce qu'on a une contraction des marges, qu'est-ce qui se passe sur le plan de l'énergie, quel est le niveau d'endettement ici. Donc, malheureusement, sur les compagnies européennes, généralement, les rapports financiers du troisième trimestre et du premier trimestre ici, ce sont voilà, on vous donne uniquement les informations liées aux chiffres d'affaires et quelques éléments. Donc, et aussi ainsi que l'endettement on parle également des perspectives d'avenir. Donc, sur un rapport, un rapport financier, un rapport financier doit répondre à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quel est l'état d'endettement et à quoi s'attend à court terme. Ok. Donc, je l'ai pris ici, d'accord. Donc, celui qui date du mois de novembre 2022 ici. Donc, je vais le lire. Ok, bon, pas entièrement, d'accord. Donc, on peut déjà voir ici au niveau des résultats, ici, les résultats sont sur les 9 derniers mois, d'accord. Donc, au 30 du mois de septembre, on voit ici la croissance en variation publiée ici, ok. Et ça, c'est la croissance à périmètre et taux de change constant. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de changement lié à la variation variation des taux de change ou bien à la variation ici des entités, dans le sens où si elle a vendu une de ces entités ici, voilà, il y aura peut-être une variation par rapport au trimestre suivant. Pourtant, si elle ne prend pas en considération cette vente-là, voilà, le chiffre pourrait être différent. Donc, c'est souvent bien de comparer les deux. Donc, ici, on voit que voilà, dans tout l'ensemble, ici, on a 14% en supplément. Donc, on aime bien ça en variation publiée. Ça veut dire que le chiffre d'affaires augmente. C'est très très bien. Mais tant qu'on ne sait pas pourquoi, ça n'a aucune importance. OK? Enfin, c'est pas que ça n'a pas. Voilà, on n'a pas énormément d'informations. Je ne dis pas que ça n'a aucune importance. C'est important. D'accord? Donc, le PDG dit ceci. La performance du groupe Vicat au 30 septembre reflète la résilience de ses marchés et en dépit d'une base de comparaison 2021 élevée, dans un contexte de très forte inflation, le groupe enregistre une solide progression de son chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2021, soutenu par des prix de vente en forte croissance sur l'ensemble des zones soutenu par des prix de vente. Donc, c'est-à-dire qu'on a augmenté les prix. Dans un contexte global qui offre peu de visibilité à court terme, vous avez entendu, peu de visibilité à court terme, ça veut dire que là, présentement, le secteur ne va pas bien, d'accord? Mais ça fait partie de l'évolution même dans cette industrie-ci. Parfois, on est à des niveaux hauts, parfois on a des niveaux comme ceux-ci, donc on a des niveaux aussi de crainte, d'augmentation des taux d'intérêt, etc. C'est stressant dans ce genre d'industrie-ci, donc c'est très lié au niveau à la construction ici, donc tout ce qui est taux d'intérêt ici influence la construction ici. L'inflation influence également la construction au niveau de l'augmentation des coûts, etc. Bref, c'est un 360, d'accord? Donc, mais c'est généralement à court terme. Court terme ici ne veut pas dire 2 mois, 3 mois. Généralement, court terme peut se transformer en moyen terme ici. Donc, quand on dit ça, attendez sur les 18 prochains mois, au moins 18 à 24 prochains mois. OK? Donc, pour ceux qui ont du FICAT ici, c'est vraiment du long terme. Et vous ne pouvez que vous poser la question. Et posez-vous uniquement cette question-là, disons, dans 5 ans, si tout va bien et que VICAT ne bouge pas. Mais pour le moment, je pense qu'on est toujours correct. Notamment sur les coûts de l'énergie, le groupe poursuit sa stratégie d'amélioration de sa performance industrielle, d'utilisation accrue des combustibles secondaires et de réduction de son empreinte carbone tout en menant une politique de prix adaptée à ce nouvel environnement. Donc, vous savez également que voilà, les cimentiers ont également des problèmes au niveau de la réglementation environnementale. Ça pollue énormément. Donc, voilà, on doit s'adapter en conséquence. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être gérable ici, ok, parce que ça va entraîner des coûts pour les usines, etc. Mais on peut répliquer cette augmentation des coûts-là
en augmentant les prix. Et très généralement, les gens sont, quand le ciment, c'est, voilà, vous voulez construire, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de ciment, et voilà, vous payez le prix qui est affiché. Point barre. Donc, elles ont un pricing power généralement. Mais généralement, pricing power ne veut pas dire que le pricing power est mieux quand le volume suit également. Mais si si on augmente les prix alors que les volumes ne suivent pas, il faut souvent faire attention. Donc, ici, faites attention quand vous voyez ici que les prix augmentent, on est content, mais derrière, on vous dit que l'activité, quand même, elle est au ralenti. D'accord? Donc, on continue ici. Alors, ça, c'est la première partie que j'ai soulignée. Donc, on va voir. Après, il y a beaucoup de blabla ici et tout, etc. Donc, il faut tout lire. Hein. Tout est important. Ne lisez pas juste ce que moi j'ai souligné. Moi, je vais très, très vite parce que sinon, on n'est pas là pour faire une vidéo de 3 heures de temps. Enfin, j'évite de faire des vidéos de 3 heures de temps. Sinon, vous me connaissez, vous savez que je parle trop. Donc, au cours des 9 premiers mois, donc ici, ça c'est le segment France. Ici, on dit ceci, au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022, l'activité du groupe en France progresse, soutenue par la forte croissance des prix de vente sur l'ensemble des activités du groupe dans un contexte marqué par une base de comparaison défavorable et un environnement macroéconomique et sectoriel impacté par la forte inflation des coûts et la hausse des taux d'intérêt. Ça veut juste dire que là, on est en plein ralentissement. Même si les prix augmentent, on est en plein ralentissement. Donc, dans l'activité ciment, par exemple, le chiffre d'affaires opérationnel est passé de, 8 points, de plus 8,6% à périmètre constant sur l'ensemble des 9 premiers mois, compte tenu d'une base de comparaison défavorable liée au dynamisme du marché français sur la même période l'année dernière. Donc, l'année dernière, le marché français était plus dynamique. Or, cette année, même si on a eu une hausse ici du chiffre d'affaires, ce marché-là est en plein ralentissement. Donc, cette performance traduit une légère contraction de la demande exactement une légère contraction de la demande et une forte progression des prix de vente. Cette tendance s'est confirmée sur le troisième trimestre avec un chiffre d'affaires opérationnel en nette progression de 12,6%. D'accord. Donc, en Europe également, vous pouvez lire ça sur la même chose. Activité ciment ici, chiffre d'affaires fait de 2,6% en périmètre champ constant. Cette performance résulte d'un recul de la demande sur la période, largement compensée par une solide progression des prix. Donc, encore une fois, recul de la demande, progression des prix. Donc là, en Europe, ça va pas bien. OK. Europe hors France. D'accord. Donc, en France, c'est bien, mais bah, on a un recul des ventes également ici, un recul des volumes ici. En Europe également, c'est la même chose, hors France bien sûr. En Amérique, aux États-Unis comme au Brésil, le secteur de la construction reste dynamique en dépit de l'impact de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et d'une base de comparaison élevée, tout particulièrement au Brésil. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ce marché-là reste dynamique en dépit de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation? Pourquoi? Est-ce que c'est très lié au secteur résidentiel ou bien c'est très lié c'est très lié aux dépenses d'infrastructures lancées par le gouvernement américain? Parce que les deux ne se comportent pas de la même façon. En période difficile ici, les gens auront tendance à moins acheter, mais le gouvernement aura tendance à dépenser de l'argent pour les infrastructures, etc. Donc peut-être que c'est pour ça que ce marché-là est encore dynamique. OK? Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé progresse de 11,8% à périmètre échange constamment. Faites attention quand une entreprise vous mentionne un pays. Quand on vous donne le nom d'un pays, ça veut dire que ce pays-là est important. Si on mentionne, par exemple, en Afrique, on ne va pas parler du Cameroun, techniquement. Enfin, au niveau de VICAT, on ne parlera pas du Cameroun. Mais ils vont parler du Sénégal ou bien du Mali. Ce sont des marchés clés dans cette zone-là. Donc faites attention quand on vous mentionne un pays ici. Et par exemple, si la France va très mal et que le reste se porte bien, les chiffres d'affaires et les marges de VICAT vont ralentir. Parce que la France représente un gros marché. Donc, faites attention à ça. Après, on vous donne le blablabli et tout le reste ici. Il faut le lire, d'accord? Donc, Brésil, etc. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on vous parle ici de la Méditerranée. C'est très bien. En fait, en Méditerranée, il y a un problème d'hyperinflation en Turquie présentement. D'accord? Donc, dans la zone méditerranéenne, d'accord, enfin, ils ont dit ici la zone Méditerranée, dans un contexte qui manque encore de visibilité et en dépit de situations contrastées en Turquie et Égypte, le chiffre d'affaires progresse fortement grâce notamment à des fortes augmentations des prix. Ici, on n'a pas dit augmentation, on a dit forte augmentation des prix. Vous voyez qu'on a fait plus 56%. Mais dans ce plus 56%, on a peut-être eu des volumes en moins 56%. Mais voilà, la forte augmentation des prix ici fait à ce qu'on ne ressente même pas l'augmentation, comment on appelle ça, l'augmentation, la baisse des volumes. OK? Donc, sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 169% à périmètre et taux de change constant. Mais comme je vous l'ai dit ici,
Voilà, faites attention, les coûts également augmentent au même niveau, donc parfois même les marges à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte qu'on a juste maintenu les marges ou bien on a même eu moins d'argent que ça. Donc faites attention, il ne faut pas juste regarder ça comme ça. Donc ça, je dis souvent que c'est bien le chiffre d'affaires, mais tant qu'il n'y a pas des marges derrière, voilà, l'information n'est pas complète. Mais bon, au moins on se dit que on arrive à maintenir le chiffre d'affaires, c'est déjà ça. Donc, on continue ici. En Afrique, tout ça, on raconte, en Afrique également, on dit ceci, le groupe bénéficie toujours d'une demande sectorielle dynamique. Ah ouais, c'est normal, nous sommes toujours en construction chez nous. En dépit de la crise politique au Mali, sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé est stable, à périmètre et taux de change constant. Donc, ça n'a pas trop évolué. Il faut également savoir que, généralement, il y a des politiques ici comment on appelle ça, on gèle les prix ici. Donc parfois, ils ne peuvent pas augmenter les prix aussi facilement, d'accord, qu'en Europe. Donc après ça, maintenant, on vous donne ici le point sur, le point sur le coût de l'énergie, etc. Il vous mentionne que le coût de l'énergie représentait environ 400 millions d'euros en 2021, dont 57% liés à l'utilisation de combustibles. Donc le groupe mène une politique de couverture qui lui assure une certaine visibilité sur l'évolution de ses coûts de l'énergie sur le court terme. Donc généralement, quand on parle de politique de couverture ici, ça veut dire que présentement, jusqu'au moins au mois de juin, ils savent à peu près combien est-ce qu'ils vont payer pour l'énergie. D'accord? Donc, c'est-à-dire que s'il y a une évolution ici drastique, s'il y a une évolution défavorable à la baisse ou bien favorable à la hausse dans le sens où, favorable à la hausse dans le sens où, si le prix de l'énergie coûte plus cher en moyenne sur ces 6 mois-ci, tant mieux pour nous parce qu'on l'aura acheté moins cher. S'il coûte moins cher parmi ces 6 mois-ci, allez, tant pis pour nous parce que voilà, on n'aura pas le choix que de consommer au prix qu'on a payé plus tôt. Mais au moins, ça nous permet déjà de commencer à acheter plus pour le futur. Donc, ça va. Ça nous donne, ils ont une visibilité, en tout cas, sur les coûts à venir. Donc, ils peuvent adapter les prix par rapport à ça. C'est une bonne information. Donc, au cours du troisième trimestre, la forte hausse des prix de l'électricité en France et en Suisse a atteint des niveaux sans précédent lors de la publication des mises à jour des perspectives 2022 le 11 octobre dernier. D'accord? Le groupe a annoncé en réponse à ce nouvel environnement sur ces deux marchés et afin d'en compenser les impacts de nouvelles hausses de prix significatives. Donc pour se protéger, on augmente les prix supérieurs à 20 euros en France au 1er novembre et 30 francs en Suisse au 1er janvier 2023. C'est bien. Donc, c'est-à-dire que le prix de l'énergie augmente, ok, c'est pas grave. Nous également, on va augmenter les prix de nos côtés. Mais voilà, parfois c'est juste pour pouvoir maintenir les marges et après il peut avoir également un impact sur les volumes comme je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure. Donc, il vous parle également de la montée en puissance de l'usine de Ragland ici qui était en construction. La construction s'est achevée ici, donc l'usine est prête depuis le deuxième trimestre 2022 ici. Mais voilà, donc on dit ici que la mise en route progresse à peser sur... excusez-moi. Donc la mise en route progressive a pesé sur la performance du troisième trimestre 2022. Cette nouvelle installation fonctionne maintenant très très bien. Donc une usine ici, on ne la met pas en fonction ici, comme si on voulait allumer ou éteindre, je ne sais pas moi, une ampoule, d'accord? Donc faites attention, donc ça prend du temps pour que ça démarre. Et on l'éteint pas, on ne la redémarre pas aussi facilement. C'est pour ça que parfois, quand on veut redémarrer une usine, ça prend des coûts supplémentaires. Parfois, avant de fermer, avant de, enfin, je dirais éteindre, mais c'est techniquement pas le mot. Non, on va dire qu'avant de mettre fin, enfin pas mettre fin aux activités, mais avant de mettre les activités sur pause dans une usine, en fait, on réfléchit énormément parce que pour redémarrer, ça entraîne des coûts supplémentaires. Donc, c'est très compliqué. Bon, moi, je pensais c'était juste un interrupteur qu'on appuyait, voilà, et ça redémarre. Non, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Bon, vous savez, quand on n'a pas l'habitude de travailler en usine aussi, c'est compliqué. Il y a des choses, la vision est tout à fait différente. Bref, maintenant, au niveau des perspectives, on a vu ici qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé. Maintenant, on va voir à quoi s'attendre ici à court terme. Comme annoncé le 11 octobre dernier, dans le cadre d'une mise à jour de ses perspectives pour l'exercice 2022, l'EBITDA du groupe en 2022 est attendu en baisse par rapport à 2021 et devrait donc l'EBITDA baisse alors que les revenus augmentent. Ça veut dire que les marges ont diminué. D'accord? Donc l'augmentation a uniquement servi à compenser l'EBITDA. Et devrait se situer à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. Cette mise à jour des perspectives tient compte de l'évolution récente de l'activité et notamment de la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe et de la montée en puissance progressive du nouveau four de l'usine Ragland en Alabama.
Les investissements industriels en 2022 atteignant 400 millions d'euros, le groupe apportera une attention particulière à la réduction de ces investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélérera. Voilà, j'ai réussi. En 2024, afin de tenir compte de ce nouvel environnement et conformément à ces objectifs de désendettement. Et ça, c'est une information que moi j'aime bien quand je vois des endettements ici, parce qu'on s'est rendu compte ici que la dette avait augmenté, c'est qu'il y a eu un impact ici sur la valorisation. Mais bon, on était toujours sur quelque chose de correct. Donc à peu près ici, voilà, on arrive à gérer les coûts de l'énergie ici. Oui, on augmente les prix, mais voilà, ça nous permet à peine ici de pouvoir, voilà, maintenir les marges parce que les EBITDA vont diminuer ici. Mais bon, on arrive à se maintenir. C'est l'essentiel que vous allez demander à cette compagnie, surtout en date d'aujourd'hui. D'accord? Ici, on vous parle, on vous donne les volumes. Si vous voyez que les volumes ici ont diminué de 5%, pourtant, le chiffre d'affaires opérationnel a augmenté. Donc, ça c'est le segment, ça, c'est le segment ciment. Donc, activité béton et granulat, ici, vous voyez que également réduction du chiffre d'affaires pour le béton en kilomètre cube. C'est bien ça? Kilomètre cube? J'espère bien que c'est ça. Hein. Ici, en volume de granulat, ici, en kilotonnes, ici. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Donc, ici, ça fait plus 3,8%. Donc, et les granulats, ça va. Le béton, un peu moins. Le chiffre d'affaires augmente, progresse ici, c'est parfait. La partie service ici, en ralentissement également. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Donc, dans l'ensemble ici, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Voilà. Je pense que l'entreprise continue à bien se comporter, même en période difficile. C'est ce qu'on demande à ce genre de compagnie-là. Imaginez qu'avec la hausse des taux d'intérêt, avec la hausse des coûts de l'énergie ici, l'entreprise n'arrivait même pas à répercuter cette hausse-là sur ses consommateurs, le client final. C'est exactement le genre d'entreprise qu'on n'aime pas. Vous avez vu la hausse des prix? Quand on parle de hausse des prix ici, la hausse des prix est peut-être de 15 à 20% par là, mais les volumes diminuent de 5% uniquement. Je ne dis pas que 5% c'est petit, mais ça vous donne à peu près une idée ici du fait que voilà, les consommateurs n'ont pas trop le choix, d'accord? Il n'y a pas trop d'alternatives à ce niveau-là. Donc, c'est un certain pricing power. Mais attention, nous ne sommes peut-être qu'au début de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que si je prends en considération le prix de la valorisation de l'entreprise ici aujourd'hui, je me dis que la première chose que je vais lui demander au moins sur les 24 prochains mois, c'est au moins de s'autofinancer. OK? Donc, quand on parle ici de valorisation de la compagnie ici ou d'évaluation, donc je vais rester sur la même tendance que la dernière vidéo ici. Je pense qu'on était aux alentours de 20 euros par là, en prenant en considération la dette. Parce que si on ne prend pas en considération la dette à 10 fois les bénéfices en moyenne, pour les bénéfices moyens ici de 183 millions ici, on sera à peu près à 40 euros par là. D'accord? Donc, ce qui est tout à fait correct parce que généralement, le marché ne prend pas en considération la dette. Mais nous, on prend en considération la dette parce que tôt ou tard, il le fait. Et quand il le fait, c'est très violent. Donc, nous, on préfère déjà se protéger. Ici également, vous pouvez remarquer que l'entreprise s'échange à des prix inférieurs à ses actifs tangibles par action. Donc, le tangible book value per share ici est à peu près de 27 euros l'action. Donc, en achetant l'entreprise au prix actuel, vous l'achetez en dessous de ses actifs tangibles par action. Et les actifs tangibles par action en question n'ont pas trop changé depuis plusieurs années. Vous voyez, quand on les met ici sur le même graphique, ça ressemble à peu près à la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, les actifs tangibles ici valent à peu près 1 milliard. Donc, c'est-à-dire que si vous arrêtez ici l'activité opérationnelle et que vous vendez l'entreprise à la valeur des éléments que nous avons au bilan ici, les éléments tangibles, d'accord? Donc, les usines, le cash, les stocks, à leur juste valeur, en tout cas dans les bilans, parce que les usines ont bien plus de valeur que ça, certainement. D'accord? Parce qu'il y a de la dépréciation qui a été prise en compte, etc. Mais les usines ont bien plus de valeur que ça. Vous allez avoir 1 milliard. Et actuellement, vous vendez cette entreprise aux alentours de, voilà, aux alentours de 1 milliard. Ici, ça, c'est en termes de capitalisation boursière. Hein. Mais quand on prend en considération les actifs tangibles nets par action, c'est-à-dire que quand on prend les actifs tangibles ici, moins le passif ici, on arrive à avoir les actifs tangibles nets par action ici. Donc, c'est-à-dire que la dette a déjà été prise en considération ici. Donc, quand on prend en considération la dette ici, on devrait s'évaluer aux alentours ici des 27 dollars l'action, 27 euros l'action. Actuellement, on est à combien? 22. Et vous voyez que les actifs tangibles en question ont tendance à rester à un certain niveau. Ça fluctue également. Faites attention à ça. Donc, aujourd'hui, on est à 27. Demain, on pourrait se retrouver à 22, etc. L'essentiel ici, c'est qu'on reste au niveau des actifs tangibles par action. OK? Et que l'entreprise arrive à moins à s'autofinancer parce qu'il n'y a pas de... Franchement, l'activité principale, ça va. Elle va s'en sortir. On aura besoin de ciment, on peut réagir. On peut réfléchir aussi bêtement que ça, voilà.
On en aura besoin. Donc, je pense également que ce n'est pas un business qui va disparaître du jour au lendemain. D'accord? Donc, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire ici. On reste confiant par rapport à cette compagnie-ci. Le dividende, etc., je pense que j'en ai tellement parlé que voilà, on va se calmer ici aujourd'hui. On paye à peu près 70 millions en termes de dividende en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on rapporte en moyenne, voilà, le dividende ici, il est assez safe. OK? Est-ce que maintenant on a du cash en banque ici, du cash. Est-ce qu'on a du cash, total cash and short-term investment? Donc, on va regarder ça ici au dernier trimestre ici. Ouais, on a à peu près 400 millions ici en cash, d'accord? Donc, à peu près, on peut payer, juste avec le cash qu'on a, on peut payer à peu près 5 ans de dividendes ici. Et encore, ça ne prend pas en considération les prêts, les lignes de crédit ouvertes à la banque ici. Donc, bon, quoique on ne paye pas un dividende ici en prenant en considération le crédit, ce n'est pas une bonne chose. Mais voilà, ça vous dit dire que l'entreprise, voilà, elle est assez... elle est prête à souffrir et c'est ce qu'on lui demande. Moi, j'aime bien ça en tout cas, c'est ce que je vois ici. Donc, c'est une entreprise que, voilà, je pense que ça ne fait pas mal de l'avoir en portefeuille au prix actuel. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, les mois à venir seront toujours compliqués, mais ce n'est pas, ici, ce ne sont pas les 2 prochaines années qui nous intéressent, peut-être les 5, 10 prochaines années. Mais attention, c'est facile à dire également. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette entreprise, la valorisation est aux alentours maximum $40. Donc, quand on vous proposait entre 2020 et 2021 ici $40, c'était le prix de sortie. D'accord? C'était le prix de sortie à ces niveaux-là, même si c'est quand même à 10 fois les bénéfices. Bon, il ne faut pas en considération la dette nette. Mais bref, on va rester aux alentours de $40 par là. D'accord? Donc, ne l'évaluez pas en regardant la courbe ici, parce que ça ne veut rien dire. D'accord? Entre-temps, il y a eu des dividendes. Ici, vous ne savez pas également ce qui s'est passé. Est-ce que ça valait vraiment ce prix-ci? Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte ici que vous ne verrez pas si vous ne lisez pas les rapports financiers. OK? Donc, moi, je sais ici aujourd'hui qu'en achetant cette entreprise-ci, le minimum espéré est de $40. C'est le minimum. Sinon, entre-temps, en patientant, je récupère mon dividende tranquillement. Donc, ça veut dire que pour qu'elle puisse me payer un dividende, il faut au moins qu'elle puisse rapporter au moins quelque chose aux alentours des 70 millions par an. Et quand on regarde à peu près l'évolution ici de son chiffre d'affaires, de son bénéfice net ici, on se rend compte que, bon, c'est une entreprise qui arrive à maintenir à peu près une centaine de millions par an, même quand ça va mal, d'accord? Une centaine. Et quand on prend également en considération les free cash flow, on pourrait avoir quelque chose de, voilà, on a combien? On a quelque chose qui est généralement aux alentours des 150, 180 par là, ok? Donc, il faut les prendre en considération. Il faut également prendre en considération les dernières années, etc. D'accord? So, c'est une entreprise qui rapporte de l'argent. Pour le moment, on est assez correct par rapport à ça et c'est ce qu'on lui demande. Le minimum ici, c'est l'autofinancement, même en période difficile. Et je pense que c'est tout à fait possible. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo pour V4. On aime toujours ça. Et voilà, c'est une entreprise qualitative. C'est exactement ça qu'on demande aux entreprises qualitatives dans les moments difficiles. Si vous avez une entreprise en portefeuille qui est incapable d'augmenter les prix quand ses coûts augmentent, mettez-la dehors. Franchement, ça ne vaut pas la peine d'avoir ce genre de compagnie en portefeuille, surtout maintenant. OK? N'en parlons même pas de celles qui ne gagnent pas d'argent du tout. D'accord? So, c'est pas en période difficile que vous allez commencer à gagner de l'argent. Bon, peut-être si vous appelez Netflix, etc., parce qu'elle, elle peut gagner de l'argent même en période difficile. Parce que parfois, les marges sont comment on appelle ça? Vous ne pouvez pas voir les marges ici parce qu'on a des dépenses variables ici, peut-être dans le marketing, etc. Or, ce sont des choses qu'on peut couper en période difficile. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.